D'accord. Ok. Donc bonjour tout le monde. Je suis effectivement maître de conférence ici à l'UPF depuis 2002 en sciences du langage et didactique du français langue étrangère. J'ai choisi un sujet aujourd'hui qui n'est pas spécialement un sujet sur lequel je travaille activement. Et du coup, c'est un petit peu ambitieux, peut-être présomptueux même, de parler de ce sujet ici avec vous. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui fait partie de nombreuses conversations avec vous tous ici, tous ceux que je connais, vous savez qu'on en parle régulièrement. Et donc, c'est un sujet que j'ai envie de partager. Plutôt, ça risque d'être plutôt sous les formes d'interrogatives qu'autre chose. J'ai prévu une communication qui est un peu ambitieuse. À mon avis, j'aurai pas le temps de tout traiter. Je pense que comme Lovaina, je vais parler avec des blablabla pour aller un peu plus vite parfois. Puisque le titre que vous avez entendu, le français utilisé en Polynésie française, caractéristiques, usages et représentations, quelle place dans l'enseignement en Polynésie française, laisse supposer que je vais aborder à la fois des aspects linguistiques, des aspects sociolinguistiques et des aspects didactiques. Alors je ne sais pas évidemment si je pourrais tout traiter. Je vais essayer de faire du mieux possible en tout cas. Mon idée de départ était d'essayer de faire le point entre les différents travaux qui existent déjà sur ces différents aspects, en partant du principe que je trouvais que ces travaux n'étaient pas forcément très connus, très accessibles, peut-être un peu tombés dans l'oubli aussi, et que du coup ça permettait, si on en reparlait ensemble, d'avoir une vue d'ensemble, un panorama qui nous permet peut-être de mieux cibler ensuite vers quoi aller pour approfondir des recherches sur le français local. L'objectif premier pour moi, c'est de donner la possibilité aux locuteurs de reconnaître l'existence de ce français particulier, propre à la Polynésie, de manière à lui attribuer une place parmi les différents types de français. On y reviendra à plusieurs reprises. Cette première étape, cette reconnaissance, vise à lutter contre l'insécurité linguistique des locuteurs. Alors, je ne sais pas s'il faut que je définisse ce que c'est que l'insécurité linguistique. Parmi les travaux qui sont connus, William Labov est celui peut-être qui a, disons, illustré par ses travaux ce que c'est que cette insécurité linguistique. Donc lui, il parle d'un écart entre la perception que les locuteurs se font de leur usage d'une langue et leur image de cette langue perçue comme idéale. On a donc ici une définition qui permet finalement de mettre en relation la norme d'un côté et les usages d'un autre côté. Ce qui me permet à moi de glisser assez facilement vers l'enseignement des langues grâce à cette notion de norme. Là aussi, j'y reviendrai. C'est donc ma seconde étape. Essayer de s'interroger sur la possibilité, peut-être le bien fondé, de faire une place au français local à l'école. Quelle place, évidemment, comment et pourquoi faire. Alors, je n'ai pas de réponse, je vous dis tout de suite, à ces questions. Seulement peut-être des éléments de réflexion. Et je voudrais surtout essayer de montrer la vitalité de ces questions aujourd'hui, notamment à travers les différents mémoires qui sont actuellement menés, dirigés et réalisés par les étudiants de master depuis quelques années et encore cette année. Alors avant tout, avant de commencer réellement cette communication, il me faut parler bien sûr des différentes dénominations de ce français parlé en Polynésie. Elles sont nombreuses. Parmi les plus fréquentes, on peut trouver le français tahitien, le franco-tahitien, le français tahitianisé, le français de Tahiti, le mélange tahitien-français, le français local, etc. J'en oublie sûrement.
Dans nos conversations quotidiennes, on trouve aussi le charabia, le kaena et bien d'autres que vous connaissez, je pense, ou que vous entendez ou que vous utilisez vous-même. Voilà, donc une profusion de termes qui est forcément très intéressante puisque, à mon sens, cette diversité de dénominations montre la difficulté qu'on a de nommer ce français particulier, et non seulement de le nommer, mais finalement d'en reconnaître l'existence. Sauf si on le met en opposition avec le français dit de France, sous-entendre la France, la métropole, même si la Polynésie française, là en l'occurrence, elle ne fait pas partie de cette option. C'est dans les, disons, dans les habitudes conversationnelles. Je passe donc à ma première partie sur le français de France et les variations du français. Pour parler de la norme et des usages, accepter pour les Français l'idée qu'il y a des variations du français n'est pas si facile que cela. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de France ni l'histoire de la langue, ça serait trop long, mais je peux simplement rappeler que la construction du français a nécessité à un moment donné une volonté très forte d'unification du pays, du territoire, des populations sur ce territoire, et du coup, cette unification autour d'une langue. En l'occurrence, le français, bien sûr. À partir de là, c'est donc la notion de norme qui s'est posée dans ce cadre, dans cette perspective. Ce qui fait que dans nos conversations, quand on parle du français, on pense automatiquement au français normé, au français qu'on appelle parfois standard, c'est-à-dire à une langue et une seule, qui serait uniforme et que tout locuteur de cette langue utiliserait d'une manière identique. Tout ceci fait donc partie de l'imaginaire collectif des Français. Les dénominations du français de Polynésie, dont on vient de parler, posent quand même la question du coup de savoir ce qui le distingue de ce français de France. Si je le formule autrement, on peut se poser la question de savoir si ce français de Polynésie remet en cause l'existence d'un seul français, et donc d'une seule façon de l'utiliser, la norme. Cette question sur la norme, elle est déjà très ancienne, elle a été traitée par de nombreux auteurs, nombreux chercheurs, nombreux linguistes, et pas seulement linguistes. Donc je ne vais pas évidemment ici faire un état des lieux de ces recherches. Je peux simplement montrer que cette question est toujours d'actualité, puisque en juin prochain, il y a un colloque organisé à l'Université de Tours qui s'intitule « Les francophones devant les normes, 40 ans après, les Français devant la norme, l'insécurité linguistique aujourd'hui, perspective interdisciplinaire ». Alors ce qui m'intéresse dans ce titre, c'est le passage évidemment du singulier au pluriel, c'est-à-dire la norme d'il y a 40 ans, en 1978, le colloque s'intitulait les Français devant la norme, alors qu'en 2018, on propose les francophones devant les normes. Évidemment, les normes en deux mots. Donc évidemment, ça témoigne de l'évolution de ces perspectives et de la façon dont on considère ce que c'est que la norme et du coup ce que sont les usages. Dans les années 1970, on a eu beaucoup de linguistes qui se sont intéressés à cette question de la norme. Et Alain Rey, par exemple, a distingué 3 types de normes qui sont la norme objective, la norme prescriptive et la norme subjective. Et il définit la norme prescriptive comme celle qui se donne pour le système, se baptisant par exemple le français. Donc on en revient à cette norme qui est un français et unique, un seul et unique français. Généralement, cette norme elle est associée bien sûr au dictionnaire et aux grammaires, en même temps qu'à l'hexagone. Toujours dans ces années 70, les usages et les façons de parler la langue commencent à intéresser les linguistes et les sociolinguistes. J'ai parlé de Labov tout à l'heure, qui va mettre en relation, par exemple, une classe sociale de locuteurs new-yorkais avec une façon de parler, des caractéristiques de prononciation de l'anglais très particulières.
En France aussi, on a beaucoup de linguistes et de sociolinguistes qui s'intéressent à la fois au français parlé, au rapport qui existe entre l'écrit et l'oral, aux variations sociales, c'est-à-dire liées à des classes sociales, mais aussi, bien sûr, à d'autres types de variations qui sont les variations régionales. Je pense par exemple à Henriette Walter, qui est assez connue pour ses travaux, mais elle n'est pas toute seule, sur les variations à la fois phonologiques, lexicales ou syntaxiques, au sein de la France, en fonction des différentes régions de France, mais aussi en Outre-mer et dans les différents pays francophones. Bref, à partir de ces années 70, on a donc commencé à reconnaître l'existence de ces variations du français, ce qui est assez intéressant pour nous aujourd'hui, dans la perspective de parler du français de Polynésie. Ce qui me reste à souligner ici, c'est que généralement, ces variations sont perçues comme négatives, voire fautives. Et donc, toujours par rapport à cet écart à la norme et par rapport à la diversité des usages faits par les locuteurs. Donc, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Je passe cette fois-ci dans une autre partie, la partie 2, sur le français de Polynésie en particulier. C'est Patrick Oreilly, en 1962, qui a fait la première description du français tahitien, ce qu'il a appelé, lui, le français tahitien. Cette première description a donné suite à plusieurs travaux ensuite. Parmi eux, on peut trouver les travaux de John Christopher Korn, par exemple, qui a écrit une thèse qui est assez intéressante et qui est accessible ici, à la bibliothèque. Il y a aussi les travaux de Roselyne Gobern et bien d'autres qui ont traité de ce français si particulier. Ils s'accordent à peu près tous pour relever certaines caractéristiques qui sont les suivantes. La première caractéristique, c'est l'alternance codique, c'est-à-dire ce qui consiste à faire alterner des mots du tahitien avec des mots du français dans une même interaction. Alors, là, je parle de l'alternance entre tahitien et français, mais évidemment, cette alternance codique peut exister avec d'autres langues. Et justement, Oreilly parle aussi d'alternance codique entre français et anglais, utilisée par des locuteurs polynésiens. Donc, c'est assez aussi intéressant à observer. Donc, dans les exemples les plus courants, une phrase comme « je suis few », voilà, on a donc un mot tahitien, few, qui est utilisé dans une phrase en français. J'espère que vous n'êtes pas few, pas encore. Donc là, on a des exemples très nombreux, évidemment, dans les usages courants qu'on peut utiliser soi-même ou entendre autour de nous. Deuxième caractéristique, c'est l'utilisation des mots français employés dans un sens particulier, qui est propre à la Polynésie française. Alors, parmi les exemples qui sont cités dans les travaux des linguistes, il y a le mot « seulement », dans une phrase comme « j'écris seulement », qui en français standard serait équivalent à « j'écris » ou « je suis en train d'écrire », ou « je ne fais qu'écrire ». Voilà, donc quelque chose qui est de l'ordre de la durée de la continuité, qui montre une certaine restriction d'action. Ce qui n'est pas un emploi utilisé en métropole, par exemple, en français standard. Troisième caractéristique, c'est l'utilisation de structures syntaxiques de la langue tahitienne dans des phrases en français. Alors là aussi, j'ai repris des exemples qui sont cités par ces différents travaux. Alors, par exemple, Roselyne Gobern propose dans un tableau une phrase qui est « j'ai vu à lui », c'est-à-dire qui correspond en français standard à « je l'ai vu », et qui montre le calque de la structure syntaxique d'une phrase en tahitien. Alors, je ne me risquerai pas à la prononcer, vous serez plus doué que moi pour ça. Mais voilà, ce sont des exemples assez courants dont on a tous connaissance ici. Beaucoup d'autres exemples, bien sûr, auxquels on peut penser. Dernière caractéristique, c'est bien sûr la prononciation. Certains phonèmes du français sont prononcés d'une manière particulière par les Polynésiens.
Alors on peut penser très facilement au R qui se roule par exemple ici en tahitien comme en français, que ce soit le français standard ou le français local. Il me reste 5 minutes, donc bon, il y a beaucoup d'autres exemples, notamment sur l'occlusive glottale qui existe en tahitien et non en français, et qui est évoqué par Yves Lemaître, qui est assez intéressant aussi. Donc ces différentes caractéristiques du français de Polynésie sont perçues généralement comme fautifs par une grande majorité de la population, qu'elle soit polynésienne ou non. C'est-à-dire que les locuteurs perçoivent l'écart qui existe entre ce français local et le français standard. Cependant, les linguistes s'accordent à observer un certain nombre de régularités, que ce soit sur le plan phonologique, syntaxique ou lexical, dans les procédés de formation des mots par exemple. Et ils expliquent ces particularités généralement par des interférences entre les langues. Je peux vous renvoyer pour mieux comprendre tous ces phénomènes-là, notamment aux petites vidéos qui ont été tournées et réalisées par Miros Paya et Jacques Vernodon, qui sont sur le site du vice-rectorat, qui vous permettent de vous initier au français local et qui abordent ces différentes caractéristiques de manière très simple, très accessible, qui permettent de mieux comprendre comment on peut passer justement d'une langue à une autre, notamment pour tout ce qui concerne la syntaxe. C'est assez éclairant pour des gens comme moi qui ne parlent pas le tahitien, par exemple. Sur le phénomène de l'alternance codique, je voudrais rajouter que c'est un phénomène qui est observé ailleurs, il n'est pas propre à la Polynésie française, dans tous les pays où il y a bilinguisme ou plurilinguisme, on peut observer cette alternance codique. Du coup, l'ensemble de ces procédés linguistiques qui sont décrits sont des procédés qui existent ailleurs aussi, en fonction des langues évidemment qui sont en contact et qui s'influencent mutuellement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de spécificité polynésienne. La spécificité est liée uniquement au fait qu'il s'agisse des contacts des langues françaises et tahitiennes. Pour terminer cette partie, je signale aussi que Roselyne Gobern, en abordant le français local, précise qu'il ne s'agit pas d'un créole, notamment parce que les conditions historiques diffèrent de la formation des créoles. Alors je ne rentre pas là non plus dans les détails, on n'a plus le temps. Elle précise aussi que ce français local n'est pas un registre de langue, comme on pourrait le penser. On entend assez souvent dire que c'est un français des classes défavorisées, un français parlé populaire, etc. En l'occurrence, ça n'est pas un registre de langue qui serait comme le registre familier, par exemple, puisqu'il possède ses propres lois, dit-elle, Roselyne Gobern, différentes de celles du français, qui sont notamment transférées des formes polynésiennes. Pour Roselyne Gobern, c'est donc une langue à part entière, qui est un élément de reconnaissance d'un groupe humain géographique, qui permet la cohésion de ce groupe, comme n'importe quelle langue finalement. Alors, combien de temps me reste-t-il? 1 minute, là ça va être très très difficile. Je voudrais quand même dire un petit mot rapide sur les représentations. Même si Lovaina en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour rebondir un petit peu sur les représentations, simplement peut-être signaler que les représentations que l'on a d'une langue, en l'occurrence langue normée, par exemple avec le français standard dont on parlait tout à l'heure, une représentation plutôt positive, qui influe du coup la représentation qu'on peut avoir de ces locuteurs. En général, on résume les choses en disant les locuteurs du français standard sont les métropolitains. Donc on a une représentation plutôt positive des métropolitains. Je fais des raccourcis, hein, mais globalement c'est à peu près ça.
De l'autre côté, représentation négative sur le français local, qui génère du coup des représentations négatives sur ses locuteurs, c'est-à-dire une bonne partie des Polynésiens. Et du coup, toutes ces représentations posent un certain nombre de problèmes, notamment le problème de l'insécurité linguistique chez les locuteurs et en particulier chez les élèves. Enfin, je dis en particulier, pas spécialement en particulier, mais c'est peut-être ce qui nous intéresse, nous, ici, à l'ESP, plus particulièrement. Donc, tout ce travail de représentation, sur les représentations, vous pouvez aussi vous informer, notamment à travers les mémoires qui sont réalisés ici par les étudiants de master, puisque beaucoup qui abordent ces sujets-là mènent des enquêtes, soit auprès des élèves, soit auprès des parents, soit auprès des enseignants, etc., et qui du coup nous apprennent beaucoup grâce à ces travaux sur justement quelle représentation ils ont des langues, du français local en particulier, mais pas seulement, quelle représentation ils ont d'eux-mêmes comme locuteurs, quelle représentation ils ont de l'enseignement de ces langues, et ainsi de suite. Donc voilà, ces mémoires ont toute leur place pour nous informer de la situation actuelle. Sur ces représentations, je voudrais finir aussi peut-être sur quelque chose qui est un peu provocateur peut-être, ou qui peut être ressenti comme tel, mais qui me semble important. C'est le discours institutionnel, celui de l'école, qui vise évidemment, comme on peut s'en douter, le bien parler, le bien écrire, le bon usage des langues, du français mais pas seulement, le vocabulaire, la prononciation, les règles de grammaire et j'en passe d'autres. Ce discours institutionnel vient évidemment renforcer l'écart qui existe entre la langue de l'école, la norme, et celle qui est hors de l'école, c'est-à-dire dans les familles et la vie sociale. En Belgique, on a un linguiste qui s'appelle Michel Francard, qui travaille évidemment sur la situation sociolinguistique de la Belgique, qui va plus loin, puisqu'il dit que c'est l'institution scolaire qui génère l'insécurité linguistique, en développant à la fois la perception des variétés linguistiques et leur dépréciation au profit d'un modèle mythique et inaccessible, qui est le français standard. Donc pour Michel Francard, c'est l'école qui est à la source de ces représentations négatives sur les variétés des langues et positives sur la norme. J'ai le temps de poser la question sur le français. Quel français enseigner? Non, j'ai pas le temps. Il reste 5 minutes pour les questions. Bon, alors, je peux m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions sur justement la suite qui manque, quel français enseigner, peut-être que... Alors, quel français enseigner? Donc, la question n'est pas nouvelle. Hein, là aussi, depuis les années 60, c'est une question qui revient régulièrement. Que ce soit dans l'enseignement du français langue maternelle ou langue étrangère ou langue seconde. Là aussi, je n'ai pas une réponse toute faite, une recette miracle qui fonctionnerait. Ce qui peut peut-être être intéressant, c'est de se demander, puisque les programmes scolaires envisagent, abordent les registres de langue par exemple, c'est un type de variation, mais pas l'ensemble des variations possibles. Pourquoi il ne serait pas possible d'envisager que le système scolaire ou le programme scolaire prenne en compte aussi les variations régionales, sur le plan phonologique par exemple, ou sur le plan lexical, ça peut être assez intéressant. On peut aussi essayer d'imaginer que si on fait une place au français local dans l'école, peut-être que ça peut permettre de lutter contre l'insécurité linguistique, notamment pour entrer en contact avec les élèves, peut-être pour briser la glace, pour certains élèves qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école,
Ça peut être une prise de contact, une complicité, un premier pas. On a certains étudiants qui travaillent sur ce sujet dans les mémoires actuelles, donc je ne peux pas en parler maintenant, puisqu'ils ne sont pas... Les mémoires sont finies, mais les soutenances ne sont pas finies. On a bien sûr la possibilité aussi peut-être de faire des exercices du même type que le passage d'un registre à un autre. En français familier, on demande parfois de passer à un français soutenu. Pourquoi on ne pourrait pas demander de passer un dialogue du français local au français standard? Là aussi, ce sont des pistes pédagogiques qui peuvent être intéressantes peut-être pour permettre non pas d'enseigner le français local, mais de comparer les différentes variétés de français de manière à mieux comprendre leur fonctionnement et peut-être du coup lutter contre cette insécurité linguistique des élèves, redorer un peu l'image qu'ils ont aussi de cette langue. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup, puisque j'ai pris un peu trop la parole. Il y a eu aussi, pour compléter ce que tu disais, bon, il y a tous les mémoires d'étudiants, il y a eu aussi en 2017, ici, fait à l'ESP par Cécile, dont le nom de Alvarez, voilà, un travail avec ses étudiants, où elle avait fait, donc, elle a proposé ça pour la Journée internationale de la francophonie. Il y avait à la fois, donc ils avaient fait un travail dans certaines phrases en français local de recomposition, d'aller chercher les formations du tahitien derrière, etc., qui était très intéressant. Et elle avait aussi interrogé certains des élèves qui avaient accepté de parler sur le sujet du français local, des représentations. Ouais, elle ne leur posait pas la question directement, mais on pouvait entendre certaines des représentations avec. Et je voudrais compléter par une représentation qui n'apparaît pas tellement quand on entend les discours autour de ça, qui apparaît quand on parle plus avec les gens. C'est quand même un français très identitaire et autant il a en lui probablement plein de représentations négatives qu'il faudrait étudier en détail, effectivement. Autant il a aussi il porte un marqueur tahitien fort, quoi. Voilà, c'est une langue. C'est ce qui ressortait beaucoup de ce que disait un jeune homme interrogé par Cécile, qui était c'est la langue d'ici, quoi. Et donc voilà, je voulais pour ceux que ça intéresse, c'est aussi intéressant d'aller écouter et lire ça. Et puis, pardon. Ah, non, c'était aussi la question du semi-linguisme, alors qui est peut-être une question dérivée, mais comme c'est un français, le français, quel que soit le nom qu'on lui donne, le français parlé ici, c'est un français qui est donc empreint de ce contact avec le tahitien-là. On peut imaginer que les locuteurs de cette langue-là, même s'ils ne sont pas locuteurs de tahitien, ont forcément donc des connaissances du tahitien liées à la présence du tahitien dans cette langue-là. Et ce qui crée souvent des situations de flou et sur lesquelles, moi, c'est vraiment juste un témoignage, hein, c'est pas une question, sur lequel je voudrais que les futurs professeurs peut-être s'interrogent, etc. C'est pas parce que tu parles français local que tu parles mal tahitien ou que tu parles mal français. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire il faut pas confondre, enfin, ou en tout cas, il faudrait creuser ça, mais ça me paraît dangereux de confondre le français local avec un semi-linguisme. Et or, j'ai déjà entendu, je ne peux pas nommer, mais j'ai déjà entendu des professeurs de français comme de tahitien, d'ici, parler de ça. Il faut faire bien attention à ce qu'on dit. Si c'est une langue locale, si elle est parlée par la majorité de la population, ce dont on peut émettre l'hypothèse, soit on a toute une population qui ne sait pas parler du tout, ce qui paraît absolument incrédible, soit c'est une langue parfaitement fonctionnelle, qui permet un développement intellectuel et cognitif parfaitement complet, auquel cas, ce n'est pas du semi-linguisme. Donc il faut faire attention. Voilà, je voulais juste attirer l'attention là-dessus. Il faut faire attention aussi aux profs. Merci. Je voudrais juste faire le lien avec les entretiens que j'ai menés auprès des élèves. À un moment donné, on voit le pic du collège 3 dans la déclaration des élèves qui disent ils parlent les deux mélangés. Ce que je voulais dire en témoignage, c'est que j'ai assisté à ce moment-là, j'ai tout enregistré évidemment, à un exercice de néologisme. C'est-à-dire quand ils étaient en train de construire un mot avec ce que chacun savait
ils avaient les mêmes références, ils avaient un sens, ils voulaient construire un mot, c'était au sujet du ma'a, manger, grailler, et ils ont construit un mot sur grailler, ma'a, grappiller, enfin quelque chose comme ça, et ça a donné un mot. Alors moi j'étais complètement évidemment à l'ouest, mais c'était l'occasion, en fait c'est pour rebondir sur l'histoire de... On fait ça pour une appartenance à un groupe, pour montrer qu'on est un groupe, on veut se démarquer des autres. Tu parlais de marqueurs identitaires, on veut se démarquer d'un groupe et on est très content de parler cette langue. À la limite, on s'en fiche que les autres ne comprennent pas. On s'en fiche, mais voilà, il y a une cohésion, et voilà, voilà, une connivence, on construit, on est ensemble, on comprend. Et d'ailleurs, pour retrouver aussi les Roselyne Gobern et tous les autres qui ont écrit sur cette interlangue, Réal Couchot aussi, on a fait aussi avec comment s'appelle-t-elle, Margarita, ok, Alguerich Marita et moi-même, nous avons fait un mémoire là-dessus. On a travaillé, elle travaillait en français des structures de tahitien et moi je faisais l'inverse dans mes cours de tahitien. Et nous avons travaillé par exemple sur des scènes de théâtre, des pièces de théâtre de John Mayall, où évidemment il y a pléthore d'exemples de tahitien français et c'était juste un bijou. Juste un bijou parce que les élèves se sont éclatés et ils ont compris qu'on prenait en compte leur bagage linguistique et qu'on n'était pas dans la réprimande, on était dans « allez-y, exprimez-vous, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous diriez avec vos mots ça ?» Et on partait donc de pièces de théâtre et de mise en scène, etc., des scénettes. Et donc, je suis d'accord, je suis cette idée-là qu'il faut les faire venir. Et puis, ça peut participer à lutter contre l'insécurité linguistique en lien avec l'interlangue. On te remercie pour cette présentation. C'est une toute petite question en fait. Je pense que ce sujet est directement lié aux politiques éducatives. Ce n'est pas juste une question locale. Je pense que politique éducative peut être influencée que par le travail de recherche des linguistes. Quel est le point de vue des linguistes français sur ce sujet? Parce que c'est eux qui vont influencer toutes les politiques éducatives. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Certains linguistes vont dans le sens dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de montrer que d'avoir une représentation négative sur une langue implique du coup des comportements qui vont à l'encontre d'un apprentissage qui devrait se faire de manière assez douce. Qu'en revanche, si on arrive à changer les représentations, les amener à des représentations plus positives, on sait que ça permet non seulement de donner confiance en soi aux élèves, mais aussi du coup de faciliter les apprentissages. Donc on est quand même, je pense, assez nombreux parmi les linguistes à partager cette opinion-là. Ensuite, est-ce que concrètement et très précisément l'ensemble de ce groupe de linguistes serait d'accord pour prendre en compte les variétés des langues, que ce soit la variété du français de Polynésie ici ou d'autres variétés qui existent sur les autres territoires? Là, c'est à mon avis un autre problème. Et je ne suis pas aussi sûr que toi que même avec la meilleure volonté des linguistes, il y ait une influence sur le monde politique pour avoir ensuite des retours et des conséquences qui vont dans notre sens ensuite à nous ici sur le terrain. J'aurais tendance à être un peu sceptique sur le lien entre les recherches en linguistique et les décisions politiques, mais peut-être que je suis trop pessimiste.
Oui, mais il y a une très grande marge, à mon avis, entre dire qu'on accepte, en France métropolitaine, on accepte le fait, aujourd'hui, hein, en 2018, on accepte le fait qu'il y ait des variations à l'intérieur du territoire, par exemple des variations régionales. On accepte aussi qu'il y ait des Français et non pas un Français parmi l'ensemble des pays francophones. Accepter ensuite que ce soit les Français qui soient enseignés et non pas le français avec le sous-entendu de la norme, etc., dont on a parlé, c'est une autre chose. Merci à tous.